Bel bonjour, messieurs, dames, bienvenue à la Savane des Esclaves. La Savane des Esclaves, c'est un village réalisé par moi-même. Je suis arrivé sur cette parcelle ici, en 99, ici, avec la forêt bien dense. Là, j'ai tout défriché, sans les subventions, sans la banque, sans rien du tout, parce que moi, j'avais pas de moyens, j'avais juste une route là à la main. Là, j'ai tout défriché et j'ai réalisé ce village pour valorisation de notre patrimoine et de notre culture, quoi. Parce que pour moi, c'est un devoir de mémoire pour créer la Savane des Esclaves. Il fallait ce lieu pour notre histoire, pour notre patrimoine, quoi, notre culture nécessaire, quoi, pour notre Martiniquais. Ça permet aux gens qui viennent d'ailleurs puissent nous connaître et nous comprendre aussi, quoi. En faisant la visite de la Savane des Esclaves, ça permet de connaître tous les Martiniquais. Alors, ici, il faut savoir que la Savane des Esclaves, il y a 400 ans d'histoire dans la Martinique. Alors, les premiers habitants de la Martinique étaient les Awawaks, hein, parce que le peuple pacifiste qui vivait de la cueillette et de la pêche. Mais après les Awawaks, on a les Caraïbes qui sont arrivés de l'Amérique du Sud. En arrivant ici, les Caraïbes, on dit qu'ils ont exterminé les hommes Awawak et ils ont gardé les femmes. Mais pour moi, il faut bien comprendre les choses. Quand les Caraïbes, c'est un peuple qui adore faire la guerre. Faire la guerre pour eux, c'est une tradition. Alors, à force de faire la guerre avec les hommes Awawak qui n'aiment pas faire la guerre, parce que les Awawak sont beaucoup plus pacifistes, quoi. Alors, les hommes Caraïbes, ils ont fini par exterminer tous les hommes Awawak. Mais ils ont gardé les femmes. Et c'est ce qui a donné le premier métissage sur l'île entre les hommes Caraïbes et les femmes Awawak. Une fois que ces Caraïbes se sont installés sur l'île, ils sont devenus maîtres de cette île. Personne ne pouvait rapprocher l'île. En 1702, Christophe Colomb fait son apparition sur l'île, sur la Martinique. Il est à la recherche de l'Inde. Lorsqu'il a remarqué qu'il s'est trompé, qu'il n'est pas en Inde, il a poursuivi sa route direction de l'Inde. Il n'a pas eu affaire avec les Caraïbes. Longtemps après Christophe Colomb, on a les Portugais, les Hollandais, les Espagnols. Eux aussi, ils ont fait une tentative pour pouvoir s'installer sur l'île. Mais ils n'ont pas réussi parce que les Caraïbes, ils ont réussi à les repousser, quoi. Après, le premier Français qui a pu s'installer sur l'île de la Martinique avec l'accord des Caraïbes, c'est Pierre-Bernin d'Estombuc. Parce qu'avant d'arriver sur l'île de la Martinique, Pierre-Bernin d'Estombuc vivait déjà sur l'île de Saint-Christophe dans la Caraïbe et Jean-Claude. Mais en 1625, il a eu l'aide de Richelieu et toutes les riches normands et il s'est installé sur cette île. Lorsqu'il a fait son apparition sur la Martinique, c'est 10 ans plus tard, c'est en 1635. Il arrive du côté de Saint-Pierre avec 100 hommes et les Caraïbes étaient déjà à 3000. Les Caraïbes les ont laissés s'installer volontairement du côté de Saint-Pierre et petit à petit, Pierre-Bernin d'Estombuc et Savane a fini pour se familiariser avec les Caraïbes. Lorsqu'ils étaient installés, après une année, Pierre-Bernin d'Estombuc, il est mort. Mais son neveu, Jacques Duparquet, a pris le commandement. Une fois que Jacques Duparquet a pris le commandement, ils ont monté une compagnie petit à petit et là, les colons français commencent à arriver sur l'île. Chaque colon français qui arrivait sur l'île, il les attribuait une parcelle de terre aux abords de la mer. Mais avant tout, il y avait une règle. Il les faisait laisser les premiers 50 pas de la plage au cas où que le roi vienne ici. Et ces 50 pas là, il les appelait les 50 pas du roi. C'est maintenant qu'on les appelle les 50 pas géométriques. Et là, il leur donnait une toute petite parcelle de terre de 300 mètres de large sur 1,5 km. C'était pour une durée de 5 années. Parce que si après les 5 années, ils n'avaient pas fait grand-chose avec cette terre, ils les retiraient cette parcelle et ils l'attribuaient à quelqu'un d'autre. Quand ils ont fini par s'installer, ces colons, il leur fallait de la main-d'œuvre pour travailler cette terre. À l'époque de Richelieu, au début, il ne tolérait pas encore la traite négrière dans les colonies françaises. Alors Richelieu il proposait d'aller en Bretagne et en Normandie. Il proposait aux Bretons et aux Normands de s'engager pour venir planter l'équivalent de 600 livres de tabac pour les colons ici. Donc les colons, ils ont commencé par le tabac, quoi. Mais ils devaient planter l'équivalent de 600 livres de tabac pour les colons et après ça recevoir l'équivalent de 300 livres. Beaucoup de Bretons et de Normands, ils ont trouvé ça une offre intéressant, ils ont signé cet engagement volontairement, ils ont pris le bateau et en arrivant sur l'île ici à Martinique, eh bien, ils les ont vendus pour les colons sur place. Alors, comme les colons les ont achetés, les Bretons et les Normands, il fallait qu'ils retirent profit de ces gens et c'est de là que c'est passé à 36 mois de travail. Mais tant qu'ils n'avaient pas fait les 36 mois de travail, les colons les faisaient travailler dans les mêmes conditions qu'un esclave, sans toucher rien du tout. Beaucoup de ces Bretons et de ces Normands, ils mouraient, ils n'arrivaient même pas aux 36 mois. Mais le bateau arrivait régulièrement chargé de Bretons et de Normands, donc la main-d'œuvre était renouvelée à chaque fois. Vers 1638, ils ont commencé à tolérer l'achat des Africains ici. Alors les premiers esclaves africains qui ont été vendus pour les colons ici sur l'île, ils ont été vendus par les Anglais et les Espagnols. Beaucoup d'entre eux s'enfuyaient sur l'habitation à l'époque, mais ils vivaient en état aussi tranquillement avec les Caraïbes. Et ces colons, petit à petit, commencent à prendre de l'ampleur sur l'île, à défricher, à prendre de l'ampleur. Ils ont besoin de plus en plus de main-d'œuvre. C'est à ce moment-là, ils ont commencé à vouloir plus d'espace pour s'installer. À ce moment-là, ils ont changé de stratégie. Et là, ils ont commencé à faire entrer des jésuites ici à Martinique pour évangéliser la population locale. Mais lorsque les jésuites commencent à arriver sur l'île, les Caraïbes, ils ont vu ça de mauvais œil, quoi. Ils ont commencé à monter des églises. Et là, ça commence à énerver les Caraïbes. Ils ont commencé à voir ça de mauvais œil. Et là, lorsque les jésuites venaient pour évangéliser les Caraïbes, par contre, les Caraïbes, ils ont profité pour capturer ces jésuites. Ils les tuaient tous. Et c'est petit à petit, les Caraïbes d'ici, ils commencent à
communiqué avec toutes les autres Caraïbes, les autres îles. Ils ont fait un grand rassemblement du côté de Saint-Pierre et de là, ils ont attaqué les colons. Mais les Caraïbes allaient gagner la guerre aux colons. Ils étaient beaucoup plus nombreux que les colons. Mais les Caraïbes avaient même des esclaves africains qui s'enfuyaient sur les habitations, qui combattaient avec eux contre les colons. Mais les colons, ils ont eu beaucoup de chance. Ce sont les Juifs hollandais qui étaient chassés du Brésil par les Portugais. C'est eux qui sont arrivés ici au bon moment. Ils ont prêté main forte aux colons et là, les colons, ils ont pu gagner cette guerre contre les Caraïbes. Il y en a quelques Caraïbes avec quelques esclaves africains qui ont eu le temps de se replier. En arrivant sur ils se sont enfuis dans les îles anglaises vers Saint-Vincent. Et en arrivant sur l'île de Saint-Vincent, les Français ne pouvaient pas les attraper encore parce que c'est anglais. Alors, Saint-Vincent était déclaré comme île neutre. Alors, tous les Africains et tous les esclaves qui s'enfuyaient ici avec les Africains, ils s'enfuyaient sur l'île de Saint-Vincent. En arrivant sur l'île de Saint-Vincent, les Caraïbes se sont mélangés avec les Africains. Et là, ça donnait une race qu'on appelle les Garifuna, ou les Caraïbes rouges. Il y en a quelques-uns qui se sont enfuis sur l'île de la Dominique. Et les derniers qui sont restés en captivité par les colons et les Juifs hollandais, c'est eux que les colons et les Juifs hollandais ils les ont poussés à se suicider dans les hauts d'une falaise du côté de Saint-Pierre. C'est là qu'on appelle le tombeau des Caraïbes. Alors, une fois qu'il n'y avait plus de Caraïbes sur l'île, petit à petit, les colons ils ont récupéré les terres des Caraïbes. Les Juifs hollandais, par contre, eux, ils sont repartis, ils ont trouvé l'île trop petite pour eux. Et avant de partir sur l'île, ce sont les Juifs hollandais qui ont donné la connaissance de la canne à sucre aux colons. À ce moment-là, le commerce triangulaire était en place déjà avec Richelieu. Le commerce triangulaire n'a pas été développé avec Richelieu. C'est lorsque Colbert a pris le pouvoir avec Louis XIV à ce moment-là que le commerce triangulaire qui était déjà mis en place par Richelieu, Colbert l'a fait développer un maximum. Et là, le bateau partait dans tous les ports de France, mais chargé de pacotilles et d'objets sans valeur. Ici, on est toutes les côtes ouest africaines avec ces pacotilles, et ces pacotilles étaient échangés contre des hommes et des femmes et des enfants africains. Et tous ces gens qui sont récupérés dans les villages africains, ils sont stockés sur des îles, comme l'île de Ouida, comme l'île de Gorée. J'ai été déjà sur l'île de Gorée, c'est pourquoi j'ai fait le tableau qui ici a été fait par un Sénégalais, l'île de Gorée. Alors, c'est pour vous montrer vraiment un exemple. Les colons sont en haut tranquillement avec leur lit tranquille et les esclaves les Africains sont stockés dans des caves en bas qu'ils ont capturés, quoi. Ils ont numéroté. Et après, une fois qu'ils ont suffisamment de monde stocké dans ces caves, ils vont prendre la petite porte qui s'appelle la porte non-retour, quoi. Il y a le ponton dans la mer juste l'île au milieu de la mer, il n'y a pas d'évasion. Alors, une fois qu'ils vont prendre le bateau, à craquer, le bateau arrive ici avec tous ces Africains et ces Africains sont vendus pour les colons. Le marché commence à arriver sur place. Alors, ces Africains sont vendus pour les colons. Et quand ces colons ils vont acheter ces Africains vont perdre leur nom propre. Alors, un colon qui s'appelle, un exemple, un colon X qui achète 200 Africains aujourd'hui, ces 200 Africains vont perdre leur nom propre, mais il va s'appeler esclave X. Il devient esclave X, parce que le colon s'appelle colon X. Mais si M. X revend ses esclaves pour M. Z, l'esclave change de nom à nouveau, il s'appelle esclave Z. Parce qu'à chaque fois qu'il est vendu sur l'habitation, l'esclave, il a le nom de celui qui l'a acheté, et celui qui a acheté l'esclave a toujours le droit de vivre et de mort sur son esclave. Il n'y a aucune loi de moins sur l'habitation pour un esclave acheté. Parce que tout esclave acheté sur l'habitation est considéré comme un bien meuble. Alors j'ai ces deux statues pour vous expliquer les choses. Ces deux statues qui sont ici, qui vont représenter entre le début du métissage entre la femme africaine achetée sur l'habitation et le colon. C'est pourquoi j'ai mis le colon mal habillé. Il est dans cette position, et la femme nue entre le cou, c'est pour vraiment montrer le viol qui a été fait entre ces deux personnages. Alors, une fois que ces femmes, beaucoup de ces femmes, se faisaient violer sur des habitations, là, la nouvelle race apparaît sur l'habitation qu'on appelait des mulattes. Et toutes les mulattes qui naissaient sur l'habitation au début, ils naissaient affranchis. Dans ce moment, les mulattes commencent à devenir très nombreux sur l'habitation. Colbert a mis le code noir en place sur les habitations. Les mulattes qui naissaient affranchis sur l'habitation naissaient plus affranchis sur l'habitation. Par contre, lorsqu'il vendait un mulâtre, il le vendait beaucoup plus cher que l'esclave africain sur l'habitation. Parce que le mulâtre était considéré comme plus domestiqué pour le colon. Et lorsqu'ils avaient besoin de chercher d'esclaves fugitifs, par exemple, des petites tâches, des tâches beaucoup plus doux qu'un esclave, parce que le mulâtre, il était chercheur d'esclaves fugitifs, il pouvait travailler dans l'armée, dans les milices. Et les meilleures tâches, c'est pour les mulâtres, pour les femmes domestiques à la maison, c'est pas fait pour le colon, quoi. Alors, lorsque le colon avait besoin, par exemple, de chercheur d'esclaves fugitifs, c'est le mulâtre qui donnait ce job. Alors, le mulâtre avait son fusil, le chien et le cheval, et il devait aller chercher l'esclave qui s'enfuit dans la forêt. Et Colbert avait écrit dans le code noir, tout esclave qui s'enfuit sur l'habitation, il faut le mutiler devant les autres afin de servir d'exemple pour les autres. Alors, le mulâtre, lorsqu'il allait capturer l'esclave dans la forêt, il ne fallait pas le tuer et le laisser dans la forêt, il fallait le capturer vivant, le ramener sur l'habitation, mais à chaque fois, il fallait le mutiler devant les autres afin de servir d'exemple
Alors, la première fois qu'un esclave s'enfuit sur l'habitation, Colbert avait écrit dans le code noir qu'il fallait lui couper les 2 oreilles et le tremper avec la fleur de lys sur l'épaule. Et la fleur de lys, c'est l'emblème du roi. Alors, s'il s'enfuit une deuxième fois sur l'habitation, à ce moment-là, il a le jarret coupé au niveau du genou et il est trempé avec une deuxième fleur de lys sur l'épaule. La troisième fois qu'un esclave s'enfuit sur l'habitation, il est fusillé. À ce moment-là, le colon, il va lui couper la tête et la tête, il va le faire entrer dans un piquet et ce piquet va être placé au milieu des cases d'esclaves pour servir d'exemple à tous ceux ou celles qui veulent s'enfuir sur l'habitation. De temps en temps, il y avait beaucoup de services. De temps en temps, il faisait entrer un crochet. Vous allez voir ça sur un panneau dans la rue Cazenec tout à l'heure. Il faisait entrer un crochet dans les côtes de l'esclave et il les suspendait par les côtes dans un arbre. Lorsqu'ils avaient des rhumatismes, ils prenaient un petit enfant, ils mettaient au pied de leur chaise, ils déposaient leurs 2 pieds sur l'enfant dans la journée, ils disaient que la chaleur du corps de l'enfant, ça soigne les rhumatismes. Un esclave qui osait manger une canne à sucre dans le champ quand il travaillait, pour le colon, c'était une faute très grave. Et cet esclave était fouetté dans le champ, et la prochaine fois qu'il l'amène pour travailler dans le champ, il mettait une muselière, exactement comme un animal. Tout esclave, par exemple, qui utilise des plantes médicinales sur l'habitation aussi, c'est une faute grave aussi. Parce que le colon, ils ont interdit aux esclaves d'utiliser des plantes médicinales sur l'habitation parce qu'ils ont peur de se faire empoisonner par les esclaves. Alors pour eux, par rapport à cette peur, tout esclave qui utilise des plantes médicinales sur l'habitation, eh bien, ils sont punis de mort. Alors, il y avait beaucoup de services que vous allez constater sur le panneau quand vous allez faire le tour de la rue Cazenec tout à l'heure. Alors, 22 mai 1848, ils ont aboli l'esclavage dans les territoires français. Mais lorsqu'ils ont aboli l'esclavage dans les territoires français, aucun esclave n'a été indemnisé après l'abolition. Alors, beaucoup d'esclaves étaient libres, mais libres sans rien du tout. Parce que surtout pendant l'esclavage, le colon donnait 4 ondes de toile par année par esclave. Un onde de toile, c'est 1,14 mètres par onde. Alors, l'esclave avait 4 ondes de toile. Lorsqu'ils n'avaient plus de toile, par exemple, pour confectionner leurs vêtements, ils prenaient des sacs en toile de jute et ils faisaient des vêtements avec ça. Alors, pour vous dire qu'après l'esclavage, beaucoup d'esclaves se sont retrouvés comme la statue que vous voyez là. Vraiment très mal habillés. Alors, après l'esclavage, beaucoup d'esclaves sont restés sur les habitations parce que pour ceux qui étaient un peu âgés, ça n'avait pas d'espoir encore, ils sont restés sur les habitations. Et beaucoup d'entre eux sont montés vivre dans les collines, comme on dit chez nous. Et là, en arrivant dans les mondes, dans les collines, eh bien, il fallait vivre avec ceux qui trouvaient à proximité où ils étaient, parce qu'il n'y avait pas encore de jardin, pas de voiture, pas de route, il n'y avait rien du tout. Alors, ce sont des gens qui fallait vivre avec ceux qu'ils avaient à proximité où ils étaient. Et point barre. Alors, après l'esclavage, les colons, ils avaient besoin de la main-d'œuvre toujours après l'esclavage. Alors, après l'esclavage, les colons se sont dirigés dans le Centrafrique, au Congo. Parce qu'au Congo, ils vendaient toujours du monde. Alors, les colons se sont dirigés au Congo. Là, ils ont pris beaucoup de Congolais après l'abolition de l'esclavage pour emmener ici. Et après, ils prenaient même des refus de justice. Ils prenaient au Congo, ils les faisaient travailler pendant 5 années avant qu'ils leur donnent quelque soit d'indemnité sur l'habitation. Et après, ce sont les Anglais qui ont mis en barrage aux Français pour ne plus aller en Afrique. Alors là, les Français, ils ont changé de stratégie. Ils ont pris la route des Indes. Et là, ils ont proposé exactement la même chose qu'ils ont proposé aux Bretons et Normands. Ils ont proposé la même chose aux Indiens, de s'engager pour venir dans les colonies travailler. C'est très facile, même nos rivières ici, ils ont beaucoup d'or pour épater les Indiens. Alors les Indiens, en croyant faire un bon geste pour faire fortune, alors ils sont arrivés en masse après l'abolition de l'esclavage ici. Et après les Indiens, les Français, ils ont amené aussi beaucoup de Chinois pour la main-d'œuvre aussi. Et ce sont tous ces gens, je peux vous dire, messieurs, dames, qui se sont mélangés petit à petit et qui a créé ce métissage, nous. Et nous, Alors, cette histoire qui est l'histoire de l'esclavage, ça a laissé beaucoup de séquelles, beaucoup de choses. Voilà. C'est une très grande histoire. Et si vous regardez vraiment le peuple martiniquais, c'est un peuple vraiment très, très, très métissé. Si vraiment, nous, Martiniquais, on connaît vraiment son métissage et son histoire, on ne peut pas être raciste, ni avec un blanc, ni un marron non plus. Parce que nous, on est toujours des soldats de tous ces gens qui sont arrivés ici pour cette histoire de l'esclavage. Tout le monde est là. Ils sont Martiniquais. Comme vous avez le panneau là, qui va vous montrer ce métissage. Maintenant, on va faire un petit tour dans le jardin, parce qu'il faut savoir qu'à l'Assemblée des esclaves, on a la place de l'esclave romain. L'esclave romain, c'est grâce à lui qu'il y a eu cette révolte à Saint-Pierre, et cette révolte a déclenché l'abolition de l'esclavage. Donc il faut savoir que vers le 1847, à peu près, les colons savaient que l'abolition était un peu proche. Alors, ils commençaient à devenir beaucoup plus dur avec les esclaves sur les habitations. Tous les droits que les esclaves avaient acquis sur les habitations, alors ils commençaient à interdire tous ces lois. Ils faisaient beaucoup de méchanceté aux enfants. Par exemple, les enfants, ils leur faisaient manger les côtes de dindon, par exemple. Et il y avait, par exemple, lorsqu'ils rappelaient le manioc, comme on dit chez nous, le brasier manioc était rythmé au son du tambour. Alors le colon avait interdit de jouer du tambour
pendant ce moment. Là, il y a un petit révolte, commence à déclencher de là, que l'esclave romain a réagi. Même si c'est interdit, l'esclave romain a réagi, il a battu le tambour, il a joué du tambour. Lorsqu'il a commencé à jouer du tambour, les colons sont arrivés, ils ont saisi le tambour de Romain. Lorsqu'ils ont saisi le tambour de Romain qui est un peu téméraire, Romain a pris une boîte, il s'est assis sur la boîte et il a continué à faire du tambour sur la boîte. À ce moment-là, les milices sont arrivés, les gendarmes, ils ont récupéré Romain sur l'habitation et là, ils ont emprisonné Romain à Saint-Pierre. Et lorsqu'ils ont emprisonné Romain à Saint-Pierre, les esclaves, ils ont réagi tout de suite. Tous les esclaves sont descendus à Saint-Pierre, ils ont commencé à souffler dans le comte de Lambie, et tous les esclaves démons sont commencé à descendre dans la ville à Saint-Pierre, et là ça a commencé à chauffer, il a commencé à avoir des émeutes, et a commencé à brûler des choses, à écraser des choses à Saint-Pierre, et là l'adjoint au maire a été voir le maire, l'adjoint au maire qui s'appelle Pourri Papi. Pourri Papi a vu avec le maire, il fallait libérer Romain, sinon ça peut dégénérer. Alors le maire a dit non, on ne va pas libérer Romain, mais par contre on peut faire venir les ministres, l'armée, et ils vont tirer sur les esclaves et ça va les disperser. Alors, Pourri Papi, l'adjoint au maire, n'a pas écouté le maire, il a pris sa décision tout seul, et c'est de là qu'il a libéré Romain. Et à ce moment-là, les esclaves se sont calmés, ils ont envoyé Romain en l'air, ils sont contents que Romain a été libéré. À ce moment-là, ils prennent la direction de Saint-Pierre, ils montent à Saint-Pierre, mais quand Romain a été libéré, le maire de Boucher était déjà au courant, alors lui, il a placé les milices à l'entrée de sa ville, au Boucher. À ce moment-là, les esclaves qui montaient, en arrivant, ils tombent sur l'embuscade de milices. Alors les milices commencent à tirer sur les esclaves avec des coups de fusil. Il y en a des esclaves qui sont morts, il y en a qui ont des doigts coupés. C'est l'horreur, quoi. Alors les esclaves, ils ont ramassé les morts, les blessés, et ils ont redescendu sur Saint-Pierre pour mettre le feu à Saint-Pierre. Et en montant, il y avait le fils du maire du prêcheur qui avait mis les milices sur la route, montait. À ce moment-là, ils sont tombés sur le fils du maire, les esclaves. À ce moment-là, ils ont tué le fils du maire. Ils ont continué à descendre à Saint-Pierre, c'est là que les colons, ils ont eu vraiment très peur, parce que les esclaves commencent à écraser les choses, à brûler les choses à Saint-Pierre. Alors beaucoup de colons, à 40, ils sont courus, ils se sont cachés dans une maison, et c'est de là que les esclaves, ils ont mis le feu dans cette maison. Et lorsqu'ils ont mis le feu dans cette maison, ils ont brûlé les 40 colons dans cette maison, et Saint-Pierre commence à brûler, Fort-de-France commence à attaquer, et c'est de là que le gouvernement de Saint-Pierre a déclaré l'abolition de l'esclavage. Et le gouverneur Westoland est monté le lendemain pour signer le décret. Et c'est 15 jours après, on voit que Schellcher arrive avec le décret signé, mais l'abolition de l'esclavage était déjà établie sur l'île par les esclaves. Avait déjà pris leur liberté déjà. Alors le décret arrivait après. Alors c'est pourquoi, pour moi, il fallait créer une place qui s'appelle du moins la place de l'esclave romain. C'est pourquoi quand vous allez faire le tour du jardin, vous allez voir la statue, comme vous voulez faire des photos à l'évêque aussi. Et là, vous avez tout un grand texte, un petit carnet qui va vous parler de l'esclave romain. Et vous avez un autre petit carnet à côté qui va vous parler aussi de Bicêtre. Parce que Bicêtre, c'est un abolitionniste. Personne n'en parle, tout le monde parle de Schellcher, mais personne ne parle de Bicêtre. Et Bicêtre, c'est le neveu de Joséphine. Il a milité beaucoup pour l'abolition de l'esclavage aussi en métropole. J'ai mis tout un panneau sur là, tout vous expliquer sur Bicêtre, que vous allez voir, il ne faut pas le louper. Et après, vous avez aussi le panneau sur le livre de couleur, parce que c'était beaucoup plus de couleurs, les colons sur l'habitation, entre le livre de couleur et les esclaves sur l'habitation. Et les militaires a toujours combattu pour pouvoir avoir le même statut qu'un blanc, mais ils ne se sont jamais alliés avec les esclaves sur les habitations. Alors vous avez toutes les explications sur les militaires sur le grand panneau, juste avant les toilettes. Et là, après ça, après la race romaine, je vous invite aussi dans le jardin à vraiment prendre connaissance sur la rue Cazenec. Parce que la rue Cazenec vous montre aussi la vie des esclaves sur les habitations, les conditions de vie des esclaves sur les habitations. Parce que bien souvent, on vient à Martinique, par exemple, un touriste qui vient d'ailleurs, il vient à Martinique, il va sur une habitation, il voit l'habitation avec des maisons du maître, sont très jolies, sont très grandes, très jolies, très propres, mais il ne montre jamais la rue Cazenec. Parce que la rue Cazenec, ça explique tout, les conditions, avec les conditions de vie, tout. Parce que la rue Cazenec était placée à proximité du champ. Jamais trop loin du champ, parce que quand l'esclave se lève, il faut qu'il soit au travail tout de suite. Alors il ne va pas mettre un esclave à 4-5 km du champ. L'esclave est toujours placé, habite toujours dans le champ. Alors la rue Cazenec, c'est toute une lignée de petites maisons, en colonne couvrée, comme on dit. Alors, lorsque le colon fait sa ronde, il voit tout le monde d'un seul coup. Et un esclave qui vit sur l'habitation, mais il vit dans des conditions vraiment très misérables. Alors, les esclaves habitaient, comme vous avez constaté dans la rue Cazenec, dans des tout petites maisons, mais ils ne possèdent rien du tout. Dans les maisons, quand vous allez regarder dans les maisons,
Il n'y a pas de table, pas de chaise, il n'y a rien du tout. Les esclaves dormaient à même le sol, sous sa paillasse. Ils avaient un repas par jour quand ils travaillaient pour le colon. Tout esclave qui travaillait dans le champ avait un repas par jour. Il y avait seulement des esclaves à talent, comme les maréchals ferrants, les charpentiers, les tonneliers, qui pouvaient manger 2 fois dans une journée. Mais tout esclave ordinaire qui travaillait pour le colon dans le champ a un repas par jour et c'est fini. Quoi. Alors, ils travaillaient de lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Quoi. Alors, prenez votre temps, on a des panneaux, lisez des panneaux, et regardez pour les statuts, comme ça vous allez comprendre beaucoup de choses. Quoi. Et vous avez même toute l'histoire du café, du coton, du tabac, tout ce qu'ils ont planté qui faisait leur richesse, mais leur malheur de nos ancêtres. Quoi. Et après ça, c'est la partie esclavage. Je vous invite aussi dans la partie après l'abolition de l'esclavage. C'est là que je dis chapeau à mes ancêtres. Hein. Parce qu'après l'esclavage, il n'y avait pas encore de magasin, pas de route, pas de voiture, il n'y avait rien du tout. Il y avait juste l'homme et la nature. Quoi. Alors, ces petites maisons, lorsque les esclaves sont arrivés, après l'abolition de l'esclavage, ils sont montés vivre dans les collines, il fallait qu'ils se débrouillent avec ce qu'ils trouvaient à proximité où ils étaient. Quoi. Alors, les petites maisons que vous voyez ici, ce sont des petites maisons qui ont été faites, par exemple, avec le bois trouvé, c'était exactement comme à l'époque. Le bois que j'ai utilisé, c'est du bois d'aine, par exemple, pour la charpente. Les palissades, vous voyez, les petits bois tressés, j'ai utilisé soit le bois tigom, soit le bois tifeuille, soit le bois patate, ou le bois gris. Il y a 4 bois ici qu'on peut utiliser pour les petites maisons. La toiture que vous voyez, j'ai mis des feuilles, qui sont la toiture du moins, est recouverte avec des feuilles de palmier. Pourquoi? Parce que les gens, par exemple, qui ne travaillaient pas dans les champs de canne, ne pouvaient pas aller chercher des feuilles secs dans le champ pour leur toiture. Il y avait uniquement ceux qui travaillaient dans le champ de canne qui pouvaient avoir une toiture recouverte des feuilles de canne. Quoi. Mais avec les feuilles de palmier, c'est aussi joli, c'est aussi solide, quoi. Beaucoup plus solide encore. Alors là, sur les façades, où il y a seulement de la pluie, l'air, tout ça, alors les gens prenaient la bouse de vache mélangée à la cendre de charbon. Et là, ils tapissaient sur les façades. Quoi. Mais avant la bouse de vache, ils pouvaient aussi prendre de l'argile bien mouillée et mettre de la paille dedans et tapisser les façades avec. Quoi. Par exemple, les esclaves, par exemple, dans le nord, hein, leur maison était un peu différente dans le nord. Tout le nord, c'était du bambou, parce que le bambou est beaucoup plus solide que le bois qui va pousser dans le nord. Quoi. Mais le style reste toujours pareil. Quoi. Et pour manger après la maison, il fallait faire le jardin à côté. Quoi. Les gens, ils ont fait ce qu'on appelle le jardin créole, quoi, avec toutes les patates douces, ignames. Petit à petit, ils ont pu récupérer des plantes et faire le jardin, et ils vivaient de ça, quoi, du jardin. Pas de case sans le jardin à côté. Et les gens vivaient vraiment en harmonie à l'époque. Hein. Tous les gens s'entraidaient l'un à l'autre et pouvaient échanger ce qu'ils appellent, ce qu'on appelle le trop. Hein. Aujourd'hui, j'arrive chez moi, j'ai beaucoup de jus au monde, je peux donner des jus à mon voisin, il a des maïs, aujourd'hui, il va me donner du maïs. Nous, on vivait vraiment en harmonie et tout le monde s'entraidait l'un à l'autre. Il faut savoir, messieurs et dames, que le genre de médicinal, il est aussi important. Quoi. Ça, c'est le moteur du village. Quoi. Alors, chaque personne avait une parcelle de plantes médicinales à proximité de leur maison. Alors, on va commencer tout de suite par la citronnelle. La citronnelle, lorsqu'on se réveille le matin, on aimait toujours avoir une petite branche de citronnelle pour faire une bonne tisane de matin qui est excellente. Quoi, hein. Mais la citronnelle, lorsqu'on a des digestions difficiles, est agrippale, on peut l'utiliser, mélanger soit avec le basilic, comme vous voyez juste à côté ici. Vous avez le beau basilic ici qui est en train de fleurir, mais de temps en temps, il faut arracher les fleurs. Quoi. Alors, les feuilles de basilic mélangées à la citronnelle, on peut se faire une bonne tisane pour la grippe. Hein. Ici, on a apporté la Toumo aussi, qui est excellent aussi, qui est à tous les mots. Hein. Digestion difficile, état grippal, rhume, même les racines de cette plante qu'on appelle la Toumo, on peut l'arracher, le faire sécher et faire de la tisane avec pour brûler la graisse aussi. Vous avez cette magnifique plante ici qu'on appelle le cassialata. Là, c'est le sauveur à la campagne. Les feuilles du cassialata écrasées dans l'eau, on peut toucher nos enfants avec après, hein, avec cette eau qui devient très verte. Pour les coups de soleil, par exemple. Mais ça, c'est excellent aussi lorsqu'ils ont tout ce qui est mycose sous la peau. Hein. Pellicule dans les cheveux, on peut utiliser le cassialata aussi, qui est très bon. Mais lorsqu'on a des champignons sous la peau, le pied, main, bouche, et les taches de l'ota, ça fait l'affaire aussi. Le cassialata, vous pouvez le trouver en savon à la boutique aussi. Pour moi, c'est une plante magique, quoi. Excellent, quoi. Hein. Et à côté, vous avez le chardon béni, qui est un cotomita pour les fortes fièvres. Hein. On peut mettre les feuilles dans les repas aussi, hein. Mais le chardon béni, c'est un excellent médicament contre la fièvre, hein, l'imprudence. Le blush est excellent. On peut faire de la tisane avec ça lorsqu'on a l'insomnie, le stress, l'angoisse et les maux d'estomac. Roseau des ailes. Les feuilles du roseau des ailes écrasées dans un pilon, on peut les mettre en cataplasme sur une plaie pour cicatriser la plaie. Mais la tige du milieu, celui-là, il est déjà rouge. Mais lorsque la tige est blanche, les dames peuvent l'utiliser en tisane contre les règles douloureuses. Hein. Vous avez l'aloe vera aussi pour les coups de soleil. La gel, par exemple, on peut récupérer une tige. Dans la tige, il y a beaucoup de gel vert.
qu'on va appliquer sur le coup de soleil qui est radical. C'est beaucoup mieux que la biafine que vous allez utiliser. Ici, le départ, on va rappeler, terminer. Il y a des plantes, on a le japana aussi. On a le japana blanc. Hein? Japana. Le japana blanc, mais le japana rouge. Celui-là, c'est le blanc, quoi. Hein? Mais les feuilles du japana, c'est excellent aussi pour la fièvre. Hein. Lorsqu'on a la tisane, on a un rhume, une bronchite. La façon de le voir à proximité des hôtels, un peu de partout dans les petites parcs, dans les petites massifs, que ça fait très joli, hein, des petits violets et verts. Quoi, hein. Mais le plus souvent, ça fait des fleurs roses. Et la fleur rose, la tisane, elle est excellente pour sa diurétique, c'est entraîneur. Chassepareil, c'est la racine de chassepareil, par exemple. Hein. La racine de chassepareil, il est excellent. Hein. Vous voyez, si je vous montre ça un peu, hein, on voit comme si, sous la peau, il est vert. Hein. C'est ce que tu regardes, la racine, elle est rose, quoi, en dessous. Alors, quand je fais une tisane avec ça, ma tisane devient rose, quoi. Et ça, c'est par exemple, lorsqu'on a des problèmes, des crises urticaires, beaucoup de boutons sur la peau, on peut récupérer la racine de chassepareil en tisane, il est excellent, quoi. Vous avez le gros coquelicot, ici, hein. Le gros coquelicot, la feuille est déjà ouverte, c'est pas la peine, hein. Mais je prends les bourgeons, comme ici, quoi, hein, qui n'est pas encore ouvert, les jeunes bourgeons du coquelicot dans la tisane, parce qu'on se tousse beaucoup avec des gros, on appelle ça des gros rhumes chez nous. Alors, cette feuille-là, avec la tourmeau, basilic, citronnelle, toujours, on met le coquelicot dedans, la tisane devient rose, il est excellent pour les gros rhumes. Hein. Le cherry, tout. Celui qui guérit tout aussi, ça c'est un excellent. Les feuilles ça sent super bon. Après le gros du thym, les feuilles écrasées, ça c'est un antiseptique, quoi. C'est les plaies. C'est excellent. Pratiquement toutes ces plantes, hein, monsieur, vous voyez là, beaucoup de ces plantes que vous avez vues là, et bien, si vous passez à la boutique, exemple, vous voulez faire votre tisane vite fait, bien, vous avez chassé des plantes, parce que nous on travaille avec herbouserie créole. Quoi, hein. Alors, messieurs, dames, ça c'est le mot de la fin. Hein. Alors, je vous dis de passer une très 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 bonne journée. Et en tout cas, si vous voulez de quelque chose, n'hésitez pas à passer à la boutique. Hein. On a des très beaux souvenirs. Et on a aussi le livre de T. Gilbert. Hein. Par exemple, ça, vous pouvez présenter à vos enfants parce qu'à l'école, on utilise dans le portrait de CE1, CE2, les enfants commencent à utiliser ce livre et j'en ai vendu un peu de partout dans la France, aux États-Unis, au Canada, un peu de partout. Quoi, hein. Fait aussi le livre de coloriage aussi. Alors, si vous désirez, par exemple, raconter une petite histoire aux enfants, par exemple, colorier l'histoire. En temps en temps, par exemple, je lui ai donné le nom, c'est une journée de la vie de T. Gilbert quand il était petit. Quoi. Moi, c'est très intéressant pour les enfants pour expliquer comment nous, on vivait après l'abolition de l'esclavage dans les colonies. N'hésitez pas si vous voulez à me poser des questions. Je suis dans le bar à glace, donc je fais des très bonnes glaces aussi. Alors, si vous voulez manger une bonne glace pour vous rafraîchir aussi, n'hésitez pas. Bien, vous pouvez me trouver soit dans le bar à glace, soit je suis dans le bar juste là-haut, mais je suis sur place. Quoi. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez. Allez, ciao, ciao et bonne journée. Et puis merci d'être passé à la savane des esclaves. Gros bisous, plein de bonnes choses. Bye bye.